Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Politique Hebdo. Notre invité ce soir est le sénateur Georges Patient, avec qui nous reviendrons sur le contexte des municipales, bien entendu, mais aussi sur ses travaux parlementaires et notamment ce dernier rapport qui justement s'intéresse à la situation des collectivités ultramarines. Bonsoir Georges Patient. Bonsoir. Alors tout d'abord, nous avons choisi deux sujets dans l'actualité récente. Nous vous proposons d'y revenir. On va commencer par cette réunion qui s'est tenue, une réunion de coopération transfrontalière. C'était à Saint-Laurent-du-Maroni, une réunion avec notre voisin, le Suriname, une coopération essentielle en matière de sécurité qui devrait donc être relancée. Il a notamment été question de la lutte contre l'orpaillage clandestin. On va écouter le préfet Marc Delgrande. Le renforcement de la coopération policière, la reprise de façon très active des patrouilles conjointes sur le fleuve entre Albina et Saint-Laurent-du-Maroni, sur la reprise des patrouilles à la fois de surveillance, de renseignement, mais aussi permettant des interpellations et des saisies dans la profondeur du territoire. La première patrouille pourrait avoir lieu de ce type, pourrait avoir lieu dans le courant du mois de mars. Il y a eu aussi des annonces de la part des autorités surinamaises qui désormais ne délivrent plus et ne renouvellent plus d'autorisation d'orpaillage pour les barges et d'autorisation d'orpaillage sur les berges du Maroni, ce qui est, à notre sens, important. La coopération, on vient de l'entendre donc par les mots du préfet, qui doit être relancée avec le voisin du Suriname. Évidemment, c'est un enjeu dans l'Ouest. Mais Georges Patient, on a parfois le sentiment que cela piétine. Et effectivement, on a l'impression que ça piétine et en réalité, ça piétine. On connaît les problèmes liés à la détermination des frontières. On ne sait pas jusqu'à maintenant si ce problème de délimitation de frontières est définitivement réglé ou pas. Bon, simplement, vous avez parlé de coopération transfrontalière. On a l'impression que cette coopération se résume uniquement aux questions de sécurité, qui sont également importantes. Mais entre la Guyane et le Suriname, j'attends davantage au niveau de la coopération. Déjà, que les locaux soient davantage associés. Parce que quand je regarde les images que vous venez de présenter, bon, c'est vrai que c'est une compétence régalienne. Il appartient à l'État souverain français de s'en occuper. Mais ça me surprenait quand même qu'il n'y ait pas, par exemple, la collectivité territoriale qui soit présente. Moi, je pense qui agit également de son côté, d'ailleurs, pour la coopération régionale. On a dépassé ce cadre exclusif laissé à l'initiative de l'État souverain. On parle de plus en plus maintenant de coopération décentralisée. Et quand il s'agit en plus d'une coopération transfrontalière, deux États qui sont voisins, moi je pense que les locaux auraient dû être davantage associés à ce qui se passe au niveau de la coopération. Et qu'on aille davantage vers une coopération aussi économique. On vient de trouver des gisements de pétrole importants au Guyana. La ministre des Affaires étrangères du Suriname en a parlé également. Elle en a parlé. J'ai suivi toute l'émission. Effectivement, elle en a parlé. J'aurais aimé être à sa place aussi et dire que nous avons des gisements importants en Guyane et espérer, dans un avenir proche, un développement beaucoup plus important. Aujourd'hui encore, on annonçait qu'au Guyana, dans un an, il y aura une croissance, peut-être la croissance la plus importante du monde, avec un PIB par habitant le plus important au monde. Bon, on n'a pas trouvé de pétrole, mais on pourrait quand même s'approvisionner en carburant au Suriname et avoir un carburant beaucoup moins cher. Quand on sait qu'actuellement, c'est des informations que j'ai, une partie du carburant de Guyane est prélevé au Suriname, transporté en Martinique et revient en Guyane. Donc la coopération aussi, pour moi, ça devrait être ça. On passe par la raffinerie de la Martinique. Oui, c'est ça, mais bon, elle sort du Suriname, remonte jusqu'en Martinique et revient en Guyane, avec le prix que l'on connaît. Le carburant de Guyane est le carburant le plus cher de France. Donc la coopération aussi, pour moi, devrait avoir cet accent aussi.
Très bien, on a bien compris, Georges Patient. Autre sujet, les élections municipales approchent bien évidemment les 15 et 22 mars prochains. Depuis mardi, le bureau des élections donc, au sein de la préfecture est en mesure d'accueillir les candidats pour le dépôt des listes. Si près d'une quarantaine de candidatures sont connues, aucune donc n'a encore déposé sa liste pour le moment. Dans plusieurs communes, certains citoyens ont constaté qu'ils avaient été rayés des listes électorales, faisant naître un début de polémique. Alors, des précisions tout de suite sur ce point avec Arnaud Patrick, le responsable du bureau des élections à la préfecture de la Guyane, qui donc précise dans quel cadre interviennent ces radiations. Il y a deux sortes de radiations, celles opérées par l'INSEE qu'on appelle les radiations d'office et qui portent essentiellement pour des cas de personnes qui ont déménagé et se sont inscrites sur d'autres listes électorales, c'est-à-dire dans une autre commune. Et les radiations opérées par le maire qui, elles, dépendent de la connaissance qu'il a des gens inscrits sur les listes électorales de sa commune. Il vérifie notamment, principalement, la perte d'attache avec la commune. Donc voilà, les personnes qui éventuellement n'habitent plus dans la commune et ne versent pas de contribution aux impôts dans la commune peuvent être radiées par le maire. Et donc on vient de l'entendre, c'est le droit du premier magistrat de procéder à ces radiations. Vent de colère chez les citoyens qui se sont vus rayés de ces listes électorales pour leur commune de cœur, même si parfois c'est vrai, ils n'y habitent plus. Georges Patient, vous avez déjà, durant toutes ces années d'exercice en tant que maire, procédé à des radiations ? Non, jamais je n'ai pratiqué des radiations. En dehors de celles qui nous venaient de l'INSEE. Mais bon, personnellement, j'ai jamais eu... Comprenez la stupeur de ces citoyens qui n'habitent plus la commune, mais qui y reviennent régulièrement. C'est quoi, c'est de la politique déloyale ? Écoutez, ces administrés qui ont quitté la commune, mais qui ont gardé des attaches, je considère qu'ils ont le droit de participer à la vie politique de leur commune, puisqu'ils ne l'ont pas quittée. Mais il y a quand même un certain nombre de conditions à remplir. Il ne faut pas venir uniquement au moment des élections, c'est-à-dire tous les 6 ans. Il faut quand même garder un certain lien avec la commune, en dehors des conditions qui sont énumérées par la loi, à payer les impôts locaux, à avoir une adresse permanente dans la commune. Non. Il y a un lien affectif qu'il faut garder avec la commune, venir régulièrement, parce qu'on peut comprendre, vous savez, les communes de Guyane sont toutes frappées par l'exode rural, et beaucoup de gens se trouvent obligés de partir, aller vers les centres économiques de Guyane, et qui sont, on le sait très bien, l'île de Cayenne ou à la limite Kourou. Donc il faut un fair play des deux côtés, quelque part. Une compréhension. Il faut, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait un lien réel avec la commune. On peut comprendre qu'on soit obligé de partir pour la scolarité des enfants, pour trouver du travail ailleurs, mais qu'on garde toujours ce lien affectif avec la commune. Alors, donc, autrement, le maire a la compétence en termes d'établissement des listes électorales. Il peut inscrire, il peut radier, il peut refuser une inscription, mais quand même, c'est un droit qui est limité. Ça n'empêche nullement à l'administré qui se sent victime d'un abus de faire un recours. Il peut le faire même le jour du vote. Il y a une commission notamment communale, commission administrative communale. Alors, on va rester sur la question des municipalités avec le premier thème pour notre soirée. Pour agir, investir, les communes ont besoin de veiller à se dégager des marges de manœuvre. Mais le constat est là. Les collectivités, et singulièrement les collectivités d'outre-mer, sont en peine. Dans votre rapport sur la situation des collectivités d'outre-mer qui a été remis en décembre dernier, un rapport coécrit, je précise, avec Jean-René Cazeneuve, vous plaidez pour un accompagnement en responsabilité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que ça veut dire. Un accompagnement, oui, parce qu'on considère qu'il y a un défaut d'ingénierie au niveau de certaines communes, qu'il faudrait les accompagner, mais qu'en même temps, elles deviennent matures jusqu'à atteindre une pleine responsabilité. Parce qu'on considère quand même, à travers des constats qui ont pu être faits, qu'il y a un certain nombre de dérives qui ne sont pas dues uniquement à une absence de gestion, mais certaines dérives qui sont quelquefois un peu de la responsabilité de l'État. Bon,
pour aller dans le vif du sujet, la dépense qui pénalise le maximum les communes d'outre-mer sont les dépenses de personnel. Quand vous faites une comparaison entre le développement économique dans l'Hexagone et le développement économique dans les Outre-mer, il y a une grosse différence. Et cette différence... Les charges de fonctionnement sont trop lourdes. Oui, les dépenses de personnel surtout. Parce que, bon, dans les charges de fonctionnement, il y a beaucoup d'autres dépenses. Mais les dépenses de personnel, c'est quasiment 20 points de plus que les communes de l'Hexagone. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, il y a un chômage qui est plus important en Outre-mer. Il y a moins de développement économique. Il y a moins d'industrie. Donc, les communes se sont trouvées obligées d'embaucher. On qualifie ça de buvard social. Et l'État a souvent accompagné, incité les communes à embaucher. Donc maintenant, elles se retrouvent... Vous parlez des dispositifs des contrats aidés Les contrats aidés, les TUC, etc. Et moi, j'ai été maire. Quand vous utilisez le contrat aidé, au départ, il y a une aide importante de l'État pour embaucher. Peut aller jusqu'à 80%. Après quelques temps, cette aide disparaît et vous avez devant vous un salarié qui risque de se retrouver au chômage, et sans moyens financiers. Vous parlez donc d'un contrat social qui pousse les municipalités à embaucher. À garder, même après la perte de l'aide de l'État. Mais je lisais votre rapport, 84 communes ultramarines sur 129 sont inscrites au réseau d'alerte des finances locales. En somme, ça fait 2/3 de ces communes. Georges Passion, est-ce qu'il ne faut pas également une prise de conscience de la part des élus qu'il faut désormais changer de politique? Non, mais cette prise de conscience, elle existe par la force des choses. Vous savez, c'est comme un particulier. Vous n'avez plus d'argent, vous êtes coincé, etc. Vous faites après des économies et vous commencez à penser davantage à la gestion de vos ressources. Bon, je pense que ce message a été compris, mais pour être complet dans l'analyse que nous avons faite, il y a quand même des ressources qui étaient versées de façon moindre pour les communes d'outre-mer que les communes de l'Hexagone. Vous pointez un déséquilibre dans la répartition des dotations. Parce que le rapport, d'abord, vise à restaurer les marges de manœuvre, c'est-à-dire donner davantage de ressources aux communes d'outre-mer. Et surtout des ressources... Il faut des règles différentes, ça veut dire ? Non, des ressources qu'elles devraient avoir. Par exemple, la péréquation. La péréquation, c'est donner davantage... Ceux dont qui en ont plus besoin. C'est ça. Donc, il y a eu ce rétablissement au niveau de la péréquation. Et dès 2020... toutes les communes d'outre-mer verront s'accroître le niveau de leurs ressources de fonctionnement grâce à cette péréquation. C'était la grande annonce de 85 millions du président de la République qui va se faire sous forme de rattrapage durant 5 ans. Donc cette année, c'est 18 millions qui vont être versés de plus aux communes d'outre-mer. On a fait en sorte que toutes les communes en bénéficient, alors qu'il fallait vraiment appliquer les règles de la péréquation. Certaines communes d'outre-mer n'auraient peut-être pas perçu les sommes qu'elles vont percevoir en 2020. Au risque d'un saupoudrage ? Donc il y a, dans un premier temps, une restauration des marges de manœuvre. Au risque d'un saupoudrage ? Non, pas de saupoudrage. Non, il y a eu des indices synthétiques qui ont été mis en place. C'est tout à fait équitable. Donc, dans un premier temps, c'est la restauration des marges de manœuvre. Et dans un deuxième temps, c'est l'accompagnement avec, au final, une plus grande prise de responsabilité. Un mot avant de passer au thème suivant. Lors de sa récente visite sur notre territoire, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, c'était au mois de novembre dernier, a parlé d'une plateforme en appui technique au sein de la préfecture avec 3 hauts fonctionnaires pour aider les collectivités locales, les petites communes. Vous parliez du besoin d'ingénierie. Ça va dans le bon sens ou c'est encore une goutte d'eau ? Non, ça va dans le bon sens. Je pense que les petites communes d'Outre-mer... et de Guyane en particulier, ont besoin de cette ingénierie. Vous savez, ma commune a grandi maintenant, elle atteint 12 000 habitants, mais à l'époque, c'était une petite commune, et il y en avait beaucoup d'autres. Et nous avions cette chance, jusqu'alors, d'avoir tous les services extérieurs de l'État qui jouaient ce rôle d'accompagnateur. La DDE de l'époque, l'ADIAL, assistaient beaucoup les petites collectivités. C'est moins le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Et les grosses communes peuvent avoir cette ingénierie, mais les petites ne l'ont pas. Donc, on arrive à ces problèmes de gestion, ces problèmes de sous-utilisation des crédits qui existent. Et ça se traduit par des retards en matière d'équipement public. Vous êtes inquiet de cette réforme, puisqu'on parle des services déconcentrés de l'État, cette réforme pour l'organisation des services de l'État en Guyane, avec l'ensemble des services qui seront rassemblés en un site unique ?
Non, non, je ne pense pas. Ça crée des synergies et ça devrait être positif. Simplement, avant de terminer, je voudrais quand même signaler que les communes de Guyane sont un petit peu une exception parce qu'elles connaissent une embellie. Et en termes de chiffres et de statistiques, elles sont mieux loties que beaucoup d'autres en Martinique ou en Guadeloupe. Nous aurons l'occasion, bien entendu, de se pencher dans le détail des différentes collectivités communales dans le cadre de nos débats des municipales, sans aucun doute. Parlons maintenant de la réforme des retraites, si vous le voulez bien, Georges Patient. Le Sénat a d'ailleurs donc désigné les rapporteurs pas plus tard qu'hier de la Commission des affaires sociales qui va donc se plancher sur ce texte. Le projet donc débute son parcours parlementaire. Allez-vous voter cette réforme des retraites, Georges Patient ? Écoutez, cette réforme se justifiait. Il fallait une réforme et c'était un des engagements du président Macron. Bon, la réforme a été présentée. Elle est très décriée. Elle est contestée par le Conseil d'État. Je vous avoue sincèrement que je m'y suis penché. Et pour l'instant, c'est au stade de la réflexion. Parce qu'il y a, comme vous le savez, un régime universel, il y a des régimes spéciaux qui existaient jusqu'alors. Le but, c'était de supprimer tous ces régimes spéciaux, mais progressivement, on commence à réinstaurer certains régimes spéciaux qui étaient censés... Il y a eu des concessions de fait, effectivement. ...disparaître. Je pense que c'est au cas par cas qu'on devra discuter de ce régime tel qu'il est proposé actuellement. Mais est-ce que vous entendez le principal grief, notamment de l'intersyndical, qui pointe avec ce système donc de retraite à points, une dégradation donc de la précarité des futurs retraités? Moi, je comprends, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est au cas par cas qu'il faut étudier ce régime de retraite. Bon, c'est un régime universel qui signifiait, bon, à chaque point, il y aurait une certaine équité dans ce domaine. Chaque euro, il vaut au même point. Bon, avec la question des régimes spéciaux, c'est au niveau de chaque régime qu'il faut voir si on va être perdant ou gagnant dans ce régime de retraite nouveau. Bon, pour l'heure, on ne peut pas se déterminer de façon précise. Alors vous êtes au stade de la réflexion, Georges Patient. Je suis encore au stade de la réflexion. Je tiens simplement à vous dire que ce dispositif n'arrivera au Sénat qu'après être passé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le débat devrait débuter le 27 février. Oui. Dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, pour l'heure, c'est en commission spéciale. Et comme vous le savez, il y a plus de 20 000 amendements qui ont été déposés. Dont 19 000 par la France Insoumise. Effectivement, mais c'est ça vous fait sourire. Mais c'est quand même des amendements. Donc, ils sont forcément à étudier. Donc vous aurez le temps de la réflexion, mais tout de même, parce qu'on a bien compris qu'il y avait dans cette question du financement du système avec 12 milliards d'euros à trouver, indique le gouvernement. Il y a une conférence donc, de financement qui a débuté avec les partenaires. Beaucoup d'élus ne comprennent pas qu'il y ait un début de travaux parlementaires alors que cette discussion est en cours. Oui, effectivement, comme je vous le dis, hein, pour l'instant, tout le monde est quasiment sur sa fin. Aujourd'hui encore, je recevais un communiqué de presse de l'AMF aussi, qui se met maintenant aussi à critiquer ce régime en disant que non seulement les collectivités vont avoir à trinquer davantage, mais également les fonctionnaires, surtout ceux de catégorie C, verront leur pension diminuer. Donc on n'est pas encore au bout de nos réflexions sur ce dispositif tel qu'il a été proposé. Simplement, il y a des pressions en interne, vous appartenez au groupe La République En Marche au sein du Sénat, il y a des pressions en interne pour soutenir ce texte? À mon niveau, il n'y a pas de pression. Moi, je suis dans le groupe République En Marche, mais avec une grande liberté d'expression. Sur beaucoup de sujets, je prends des positions contraires au groupe. Hein. Je peux vous citer la loi Hulot, la loi sur la bioéthique, etc. Bon, sur le système des retraites, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu une invitation des syndicats locaux pour pouvoir en discuter. Je les verrai d'abord, et en fonction de leurs propositions, de leur volonté de négocier ou de réformer ou de revoir le système, je prendrai ma décision. Alors le gouvernement souhaite également que les sénateurs qui ont donc une retraite spécifique rentrent à terme dans ce régime général. Grincement de dents, est-ce que vous seriez prêt à voter donc, pour abolir cette exception? Déjà, bon,
c'est vrai que les sénateurs ont un régime spécial. Bon. Dès la fin d'un premier mandat, près de 2 000 euros. Mais je tiens à dire qu'il y a une double cotisation qui est faite. Hein. Exactement. Nous cotisons beaucoup plus. Et le système de retraite des sénateurs n'empiète pas du tout sur le régime général. Bon, mais n'empêche que Vous avez une caisse de retraite oui, autonome, etc. dont l'argent est placé en bourse et qui visiblement assure le financement pour encore pas mal d'années. Exactement. Mais bon, le président du Sénat est en train de travailler pour quand même faire en sorte que ce système, comme celui des députés, intègre le régime général, mais en tenant compte d'une certaine antériorité et de certaines spécificités. La question de fond, c'est la fin des privilèges. Est-ce que ça vous dérange lorsque l'on présente les choses ainsi? Mais je pense qu'il ne faut pas dire privilège. Là, on était sur la question de la retraite des sénateurs. 2 000 euros au bout de 6 ans d'activité au sein de l'hémicycle. C'est une cotisation, c'est une double cotisation qui est faite. Ça aussi, il faut en tenir compte aussi. Elle n'est pas versée comme ça, de façon gratuite. Nos salaires sont amputés de 20% tous les mois pour notre retraite. Donc nous payons 2 fois plus que les autres. Mais vous savez très bien que les sénateurs ont d'autres émoluments en général. C'est-à-dire que leur mandat, que ce soit pour la représentation, je ou peux vous le dire, pas leur métier. Nous avons un salaire qui est quasiment pas à hauteur de ce que vous pensez. Et nous avons quand même un certain nombre d'indemnités pour nos déplacements. Mais il ne faut pas considérer que les sénateurs seraient des grands privilégiés. En tout cas, la pension moyenne, c'est 3 856 euros. C'est bien au-delà de la moyenne de ce que touchent les Français. Mais on a bien compris votre position. Il ne faut pas donc opposer les uns aux autres. Tout de même, Georges Patient, puisqu'on parlait des municipales, est-ce que vous allez vous engager donc, dans ce combat des municipales ou alors vous avez tourné la page ? Non. J'ai tourné la page d'être candidat. Quand on a été maire durant un certain nombre d'années, comme moi je l'ai été, je n'ai pas l'intention du tout d'y retourner. Bon, autrement, je suis un citoyen guyanais, je suis un citoyen mananais, je ne peux pas rester indifférent aux élections. Donc, je ne m'engagerai pas en tant que candidat. Mais je ne peux pas... Vous battrez campagne avec le candidat de votre choix ? Pardon ? Vous battrez campagne avec le candidat de votre choix ? Non, je pense pas que je battrai campagne. Je donnerai des conseils au candidat qui emportera mon adhésion. Mais bon, je ne battrai pas campagne. On va rappeler le contexte, puisque lorsque vous avez laissé votre fauteuil de maire, donc en conséquence de la loi sur le non-cumul des mandats, vous aviez une préférence pour l'élu qui pourrait vous succéder en la personne de votre première adjointe Rosange Firmin. C'est finalement Albéric Bint qui a été élu. Il est candidat pour ces municipales. Ce n'est pas votre candidat. Non, je ne vous ai pas dit que ce n'était pas mon... Je vous pose la question. Je ne vous ai pas dit que ce n'était pas mon candidat. Albéric Bint a été adjoint durant mes mandats successifs. Je crois même qu'il a été 2 ou 3 fois adjoint. Il finit mon mandat, en fait. Oui. Puisqu'il a pris le poste fin 2017. Bon, je l'ai entendu dire que les finances de la commune étaient au top. C'est déjà une bonne chose qu'ils le reconnaissent, parce que c'était important pour moi. Puisque, à l'époque, quand je suis parti, c'était peut-être pas le même son de cloche. Il y a même eu un audit qui a été fait. Et c'était quand même, pour moi, très très important que mon honneur soit maintenu dans ce domaine. Parce que, comme vous le savez, je me suis fait quand même très fort d'œuvrer pour une amélioration des finances, non seulement de ma commune, mais de toutes les communes des Outre-mer. Et je n'appréciais pas du tout qu'on laisse entendre à un moment donné que les finances étaient mal gérées. Donc, en le reconnaissant, je ne dis pas qu'il a un bon point, mais c'est déjà quelque chose. Lorsque vous faisiez le bilan, justement, et que vous vous projetiez également sur les défis à venir pour Mana, vous évoquiez le défi économique, générer de l'activité. Vous craignez un exode encore plus fort pour Mana si rien n'est fait ?
Oui, comme partout. Vous savez, si le développement économique ne suit pas, le reste ne marche pas. Ou on fait une commune où on vit que de RSA et d'allocations familiales. Bon, à un moment donné, c'est vrai, Mana a connu une période florissante avec l'or en début du siècle. Et puis, à un moment donné, pendant ma mandature, avec l'activité risicole. Bon, elle a disparu, mais quand même, sur le plan agricole, on a une commune qui est très active, qui est très productive, avec les Hmong, la communauté haïtienne, les Bushinengue, les créoles. Il y a de quoi quand même nourrir un certain espoir. Vous tournez la page donc en tant qu'élu. Quels sont vos projets dorénavant? Mes projets sont de terminer mon mandat, de poursuivre le travail que je fais au Sénat, un travail qui est très intéressant, très passionnant. Je me consacre en grande partie aux finances locales, mais également à l'activité économique. Moi, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent davantage en Guyane sur le développement économique. Il y a une véritable stratégie économique. C'est dommage qu'on ne puisse continuer les prospections pétrolières. Mais comme vous le savez, je me bats pour que l'or soit exploité à sa juste valeur en Guyane et qu'elle soit une locomotive qui permette après, par la suite, de diversifier l'activité économique en Guyane. Merci Georges Patient d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. C'est la fin de ce numéro de Politique Hebdo. Excellente soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.